Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur un tuto que j'avais déjà fait il y a quelques temps, mais c'est une version à jour de ce tuto, parce que la technique que j'avais utilisée la dernière fois, en fait, je trouve que le jour d'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, elle ne fonctionne plus très bien, surtout avec Windows 10. J'ai eu pas mal de problèmes avec. Donc on est sur une nouvelle technique que j'utilise en fait avec tous mes logiciels que je déploie, qui fonctionne franchement très très bien, qui est très simple à installer. Donc c'est parti. Alors la première chose dont on va avoir besoin, c'est un site web en ligne. Donc soit vous avez déjà un site web à vous sur lequel vous avez accès, etc. Vous avez un compte FTP et compagnie. Soit si vous voulez pas payer, vous pouvez aller sur webhost.com. Donc c'est 00webhost.com. C'est un des meilleurs hébergeurs gratuits. Alors attention, parce que si vous utilisez autre chose que ça, je sais que j'ai eu des problèmes avec d'autres hébergeurs gratuits, comme par exemple, comment il s'appelle? Il s'appelle Eziro, je crois, un truc comme ça. Donc faites attention, parce qu'en fait les hébergeurs gratuits, ce qu'ils font, c'est comme c'est gratuit et que du coup il y a beaucoup plus de monde qui vont l'utiliser, ils mettent un système de anti-spam, un truc comme ça, ce qui fait qu'en fait, par rapport à ce que va faire notre logiciel pour les mises à jour, ça peut poser problème, ça peut le bloquer en fait. Donc voilà, donc en tout cas celui-là je l'ai testé, celui-là fonctionne sans problème. Donc vous pouvez vous créer un compte dessus. Une fois que vous avez créé votre compte dessus, vous avez votre site web qui va apparaître ici, vous faites gérer les sites. Si vous n'avez pas le tableau de bord, parce que je crois qu'au début je ne l'avais pas, si vous l'avez pas, vous avez ici paramètres du site web. Absolument pas, c'était où déjà? Outils. Voilà, vous avez dans outils gestionnaire de fichiers. Et ici vous savez-vous que vous pouvez télécharger des fichiers multiples beaucoup plus facilement, plus rapidement. Bah, voilà. On fait allons-y et voilà. Et là en fait vous arrivez sur la page des détails, détails du gestionnaire de fichiers de votre site, et surtout avec ce qu'il nous faut pour nous connecter. Donc le nom de doute en fait c'est le nom du serveur FTP en fait, le port FTP, le nom d'utilisateur, c'est celui normalement je pense, ça doit être le nom de vos sites web, parce que mon site web s'appelle Kitrap, et puis le mot de passe c'est le même que le site web. Donc vous avez l'adresse du site web ici, ça à la limite on s'en fout un peu. Ce qui nous importe c'est vraiment l'accès, au final l'accès FTP, et ensuite l'accès web quoi, en gros, quand on va utiliser le système de mise à jour. Donc une fois qu'on a tout ça, donc vous avez créé votre compte, etc., vous êtes prêt, vous êtes connecté sur FileZilla, donc vous vous connectez avec, vous allez arriver alors ça va être plutôt comme ça, vous allez arriver dans public HTML, dans ce répertoire où il y a public HTML et TMP. Alors TMP on s'en fout complètement, en tout cas si vous êtes sur 00 webhost comme moi, on s'en fout, c'est juste, il n'y a rien dedans, on n'en a pas besoin. Ça va être le serveur qui doit le créer automatiquement. Et le public HTML, c'est en fait la racine de votre site web. Ça veut dire que quand on est ici, là, si par exemple je fais un nouveau fichier, test.txt, voilà, et que je vais sur mon site web, je fais /test.txt, je vais avoir mon fichier texte qui, bon là ici c'est blanc parce que forcément j'ai rien mis dedans, mais en gros voilà, là on est vraiment dans public HTML, c'est ici quoi, c'est la racine. C'est juste pour que vous, je sais qu'il y en a qui connaissent pas forcément très très bien les sites web, donc voilà, c'est juste pour que vous situez un petit peu. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, vous allez créer un répertoire apps à la racine de votre site web. Donc vous créez un nouveau dossier apps, voilà, tac. Et en fait dans ce dossier là, ça va être toutes vos applications que vous allez déployer. Après vous pouvez faire autrement, vous pouvez l'appeler mes applis, mais enfin il faut après il faut le, comment dire, mettre à jour dans ce cas dans le code. Là moi je pars sur un nom de répertoire qui s'appelle apps, donc du coup dans mon code ça va être apps. Après à vous de changer si besoin. Et en fait là-dedans, si vous voulez, ça va être parce que je me dis que vous n'avez peut-être pas forcément développé une seule appli dans votre vie, ou en général quand on développe on fait différentes applis. Donc comme ça au moins vous avez un dossier structuré qui s'appelle apps, et dedans il y a dans dedans il y a pour chaque appli que vous déployez il y a son nom.
Alors, veillez à bien utiliser un nom unique. C'est beaucoup plus simple au niveau de... Enfin, pour s'y retrouver, en fait, tout simplement. Donc, moi, je vais faire deux logiciels. C'est pour vous montrer, parce que je sais qu'il y en a qui sont sur du VBNet, d'autres qui sont sur du C#. Moi, je suis plus sur du C#, mais je vais vous le faire aussi sur du VBNet pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne, même si c'est franchement c'est très facile de passer de l'un à l'autre. Donc voilà. Donc du coup dans chacun de vos dossiers, donc peut-être qu'au début vous allez en avoir un seul parce que vous allez avoir une seule application quand vous regardez ma vidéo. Donc par exemple on va prendre le CS. En fait dans chaque dossier vous allez avoir un dossier release. Et dans chaque release, ça c'est là où il va y avoir toutes vos mises à jour d'application. C'est ici qu'on va stocker, en fait vous allez voir après, on va générer des petits fichiers qu'on va stocker ici. Et c'est ces fichiers là que notre logiciel va aller chercher et voir s'il y a besoin de mettre à jour. Donc voilà, en fait ça c'est juste pour la structure, vous avez la structure ici, donc APPS, mon logiciel 1 release, mon logiciel 2 release, voilà. C'est pour que ce soit plus simple. Ensuite, question de code. Alors ce qu'on va utiliser pour faire, pour installer notre système de mise à jour, ça s'appelle Squirrel. Alors en fait c'est un utilitaire qui a été développé par, je ne sais pas qui d'ailleurs. Parce qu'ils mettent pas leur nom, mais enfin en gros il y a pas mal de monde qui ont contribué, c'est pas forcément une seule personne, c'est voilà, pas mal de monde en même temps. Donc ils ont créé un petit utilitaire qui est super simple à utiliser. C'est juste qu'au début c'est un peu, enfin si quand on connaît pas etc, et en plus c'est marqué en anglais, après je sais pas si tout le monde est à l'aise avec l'anglais, mais voilà, je sais que ça peut être pas forcément évident. Donc voilà pourquoi je vous fais une vidéo sur ça. Vous allez voir, c'est très simple. Au début ça va paraître un petit peu galère, mais vous allez voir que plus on va faire des mises à jour, plus ça va être super simple. Donc voilà, c'est parti. Donc en gros ça a été fait par ici. Alors le truc c'est que ce projet là pour l'instant, si on va dans issues, en fait si vous voulez on a un reboot proposal. C'est-à-dire qu'en fait, le projet actuellement, les personnes ou la personne qui l'a fait n'a plus le temps de s'en occuper. Donc vous voyez que la dernière mise à jour a été faite le 27 novembre 2019, donc ça va, c'est quand même récent. Alors attention, c'est-à-dire qu'en fait le projet actuellement il fonctionne dans l'état actuel, c'est-à-dire que moi j'utilise sur toutes mes applications ça fonctionne, mais il est plus maintenu, c'est-à-dire que les bugs ne sont plus corrigés pour l'instant, et donc il y a un sujet qui dit bon, est-ce que quelqu'un veut pas le reprendre les gars, et du coup les mecs ils disent ouais moi, mais bon pour l'instant on n'a pas encore, voilà, mais c'est juste pour vous situer le bail. Donc voilà, donc une fois qu'on a ça en tête, donc je vais présenter un petit peu les applications. Donc on va faire ça comme ça, voilà, ça c'est juste pour vous montrer. Tac, voilà, donc ça c'est la partie de gauche, c'est en C#, et vous allez voir qu'en fait j'ai juste transcrit sur du VB quoi. Donc c'est vraiment, et d'ailleurs c'est là où vous pouvez voir que c'est très facile de passer de l'un à l'autre. Vous pouvez comparer les deux codes, franchement c'est super simple, donc voilà. Donc en gros on va prendre, du coup moi je suis plus C#, donc pour le coup je vais prendre ça. Il n'y a rien de bien compliqué. Ce qu'on fait, c'est que déjà on lui dit d'utiliser Squirrel. Alors Squirrel, comment je l'ai eu ici là, en fait je suis allé dans Tools, donc outils, moi j'ai mon truc en anglais donc voilà, donc outils, Node.js Package Manager et Manage Node.js Package for the Solution. Ça va nous ouvrir cette fenêtre là, en fait sur laquelle on peut télécharger des packages que les gens ont fait, et justement nous on va aller télécharger Squirrel, donc on tape Squirrel, tac, entrée. On va prendre le premier qui s'appelle Squirrel.windows. Donc on sélectionne notre projet et on fait installer ici. Donc là il va nous installer Squirrel ainsi que ses dépendances qui sont là, on les voit. Donc il a besoin de Delta, Splat, Mono, Sharp Compress pour fonctionner. Donc ce qui va se passer, c'est qu'une petite subtilité, attention. Quand vous allez installer ce projet, comme il n'a pas été mis à jour depuis à peu près un an, les dépendances que Squirrel utilise, elles ont été mises à jour par leur propre propriétaire. Donc si vous voulez, Squirrel il n'a pas été mis à jour, mais les dépendances oui. Ce qui fait qu'en fait il y a un peu un décalage dans le sens où putain, c'est un petit peu, je sais pas ce qui, c'est loin chargé, non, ça va plus que ça, je sais pas trop ce qu'il fait là. Voilà. Donc voilà, c'est ça, c'est ces 4 packages. Donc une petite subtilité, attention, ne les mettez pas à jour. Vous allez avoir ces 4 packages qui vont dire oui, j'ai besoin d'une mise à jour. Parce qu'en fait, si vous faites la mise à jour, comme Squirrel n'a pas été mis à jour en fonction des modifs de ces 4 packages, il va pas fonctionner.
parce que en fait voilà, les codes ils ont changé, et puis bah comme ça n'a pas été mis à jour pour fonctionner avec, bah voilà, ça fonctionne pas. Donc les mettez pas à jour, laissez-les dans l'état actuel. Surtout le splat, je sais qu'il faut qu'il soit 1.6.2, parce que la mise à jour qui vous propose c'est la 9.4.5. Donc comme quoi entre temps il y a quand même eu pas mal de mises à jour pour passer de l'un à l'autre. Donc pour vous dire, voilà, c'est pour ça qu'il faut pas le mettre à jour. Sinon vous allez me dire oui mais bon je vois ça fonctionne pas. Non, mettez pas ça à jour, ni aucun des quatre. Voilà, donc une fois qu'on a ça, en fait ici on va déclarer un string qui va être tout simplement l'accès web à notre répertoire de release. Donc moi c'est kitrap machin slash apps slash donc mon appli que je vous ai dit tout à l'heure et slash release. C'est là-dedans que vont être tous les fichiers de mise à jour. Comme ça au moins on le déclare ici et voilà. Ensuite ce qu'on fait c'est que ici pour simplifier la chose, parce que en gros ce qui va se passer c'est que vous allez installer le système de mise à jour pour votre application, vous allez le tester une fois, deux fois, bon c'est cool, ça marche, ok. Une fois que ça marche, voilà, il y a plus besoin de changer 15 000 trucs, ça marche, on ne touche plus. Donc après vous allez vous focus sur le code, enfin de votre application, des fonctionnalités, etc. Donc vous n'avez pas forcément envie que quand à chaque fois que vous lancez votre application, il y a le système de mise à jour qui se met en route et qui commence à installer votre application, faire les mises à jour, etc. Non, vous voulez plus y toucher, donc du coup, ce qu'on fait ici, c'est que tout d'abord, en fait, je vous ai même pas présenté la fenêtre. Alors en fait, la fenêtre, elle est comme ça. C'est juste une petite fenêtre toute bête. Après, cette fenêtre-là, vous pouvez la designer. Moi, les projets, je vais les mettre en description de la vidéo, donc le C# et le VB, comme ça, vous pouvez les télécharger et puis voir par vous-même. Donc c'est juste une fenêtre avec un petite image, un petit label. Enfin, d'ailleurs, c'est pas un label, c'est un text block en WPF. Et en VBNet ça se présente comme ça, bon c'est la même, hein, c'est la même tronche, c'est juste que là c'est du WinForms, mais c'est la même chose, voilà. Là c'est un label, là c'est une image. Donc voilà, en gros ça se présente comme ça. Ce qu'il y a donc dans en fait l'application, moi ce que j'ai fait pour le WPF c'est que je suis allé dans app.xaml et j'ai dit que moi je veux que mon logiciel commence par la fenêtre updater. Parce que justement, c'est d'abord par cette fenêtre-là qu'on va commencer. Il va regarder s'il y a une mise à jour. S'il y en a, il les fait. S'il n'y en a pas, il passe à la fenêtre principale et le logiciel se lance. Comme ça, au moins, ça se met à jour automatiquement au lancement de l'application si besoin. Donc voilà. Après, pour du VBNet, alors je parle bien de VBNet WinForms parce qu'on peut faire aussi du VBNet en WPF. Donc projet propriété. Et ici, je lui ai dit que commencer par updater, voilà, et non pas par form 1. Et aussi, ah oui, une petite subtilité pour le WinForm, c'est qu'ici dans le shutdown mode, donc mode d'arrêt, il faut lui dire quand la dernière forme, dernière fenêtre, à la fermeture de la dernière fenêtre. Sinon, si on dit qu'il faut que l'application s'arrête dès que la première fenêtre s'est fermée, ce qui fait que quand l'updater va se fermer et vouloir ouvrir l'application principale, ça va fermer l'application. Donc on dit je veux que tu termines uniquement quand on ferme la dernière fenêtre ouverte. Comme ça, comme la dernière fenêtre, ça sera l'application forme 1, donc l'application principale, bah du coup ça va être bon. Donc voilà, ça c'est juste pour les petites subtilités entre les deux. N'hésitez pas après à aller fouiller un peu dans les projets, si vous avez des paramètres qui vous manquent, quoi que ce soit, normalement j'ai tout dit là. Donc voilà, donc quant au code, donc on lui dit d'abord tu te caches, donc en fait dès que l'appli démarre, elle a fini de générer les composants visuels, elle se cache, donc c'est à dire qu'en fait on la voit plus, ni dans la barre ni nulle part. Et ensuite je lui dis que si je suis en mode debug, donc c'est à dire que si là actuellement je suis en mode debug, j'ai pas besoin de chercher les mises à jour, du coup j'ouvre ma nouvelle fenêtre principale et puis moi-même je me ferme. Comme ça, le moteur se ferme. Et sinon, si je suis en release, je lance le processus de vérification de mise à jour, donc qui s'appelle check updates. Donc, juste pour vous indiquer, je sais pas si, je sais qu'il y en a qui connaissent pas, pardon, ce genre de choses. C'est des if en fait symboliques, je crois que ça s'appelle. Je sais pas si c'est exactement ça le nom, mais enfin, c'est un peu ça le principe, c'est-à-dire qu'en fait, ça va utiliser des symboles. Donc, par exemple, là, si je suis en debug, je vais mettre en release, vous allez voir que le code va changer, hop, voilà. Lui, normalement, il va se mettre en gris, voilà. Maintenant, c'est en gris, et maintenant, ça, c'est en jaune, parce que ça va passer par là, en fait, le code.
Donc en fait, quand nous on va déployer l'application, il faut qu'on soit tout le temps en mode release. Parce que release, ça veut dire voilà, on est prêt à déployer, bim, on va générer notre application. Et puis du coup, donc l'appli va se générer quoi. Et quand on veut juste tester par exemple, je veux tester est-ce que ma fonction que j'ai mis dans ma forme principale, est-ce que là si je mets, je sais pas, un bouton et puis je dis message box, tu me mets une message box, est-ce que ça fonctionne bien quoi. Donc en fait on le teste, on se met en mode debug, comme ça on n'a pas la fenêtre de l'updater qui s'affiche toutes les 2 secondes. Voilà. Donc concernant la fenêtre principale, j'ai fait un truc super simple, c'est une fenêtre avec un text block ou un label comme vous voulez, avec marqué version 1.00 que moi-même j'ai marqué en dur dans le code avec un beau petit background là-bas, une image de fond. Donc voilà. Une chose qu'on va avoir besoin. Donc on finit juste le code vite fait. Alors ici, donc ça c'est vraiment, je vais pas vous l'expliquer, c'est lié en fait au WPF. Voilà, je vais pas vous l'expliquer, vous pouvez voir sur internet, mais c'est rien que je l'explique là. Bref, du coup, on va voir qu'on utilise le Update Manager en fait, qui est un composant du coup de SQL, et on lui dit qu'il va chercher que, en fait, il commence par notre lien qu'on a déclaré, qui est donc les releases de notre application. On lui dit que donc la version actuelle, c'est la version actuelle installée, et en fait cette fonction là c'est SQL qui va se débrouiller à regarder tout seul quelle est la version de notre logiciel installée directement sur notre poste. Comme on est en mode debug, ça ne marchera pas, et c'est pour ça qu'en fait on passe pas par cette fonction là en mode debug, parce que ça ne sert à rien, il y a plein de trucs qui sont liés au fait quand l'appli sera déployée. Par exemple, créer un raccourci sur le bureau, ça sert à rien de créer un raccourci sur le bureau de l'application quand on est en mode debug. Donc voilà. Ensuite, on va chercher les update info. Donc c'est là où il va chercher le fichier release. Vous allez voir après. Et puis du coup, s'il y a des releases à appliquer, on affiche l'updater. On lui dit que dans son petit message, on dit que la version actuelle, machin, et la version à jour, celle-là. Ça, vous pouvez le changer. C'est moi qui l'ai mis. Mais vous pouvez dire vous pouvez juste afficher un label qui dit une nouvelle mise à jour va s'installer prochainement. Bref, un truc comme vous voulez quoi. Moi, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire que je vous ai fait ça. Et puis ensuite, ça c'est tout le code de l'application qui met à jour automatiquement l'application. Et c'est ça qui est cool avec SQL, c'est qu'en fait, il y a juste cette petite ligne là. Ici, en fait, on fait juste vérifier. Et en fait, en vérité, la vraie ligne, c'est ça. Celle qui met à jour l'application, c'est juste Update Manager pour Update App. Et là, ce qui est cool, c'est que ça fait tout seul. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis une fois que, en fait, comme c'est une fonction asynchrone, ce qui fait que on va arriver ici, tac, ça va mettre à jour l'application. Et en fait, le texte ici va pas s'afficher tant que cette fonction-là n'est pas finie. Donc en fait, ça attend ici. Et dès que c'est fini, bim, ça va vous dire mise à jour terminée. L'application va se relancer. Parce que si c'était pas synchrone, ça aurait fait tac, ça serait passé là, et même si ça n'aurait pas été fini, ça serait passé là, et puis jusqu'à... C'est vrai qu'on a des await, c'est-à-dire qu'en fait on attend que ça se termine, et ensuite on continue quoi. Et ensuite on attend 2 secondes pour afficher le message, parce que sinon les gens ils vont pas avoir le temps de voir le message. Après vous pouvez modifier comme vous voulez, pas de problème. Et ensuite Update Manager.restart app. On relance l'application pour avoir la nouvelle application qui s'exécute. Et du coup, donc s'il n'y a pas de mise à jour, dans ce cas-là, on lance la nouvelle fenêtre principale et puis on ferme. Et ça, donc c'est mis ça dans un try, parce que si jamais il y a une connerie, il y a une erreur parce que le site web il est inaccessible ou quoi, il faut que les gens puissent quand même lancer votre application. Parce que imaginez, vous avez fait une mise à jour foireuse, vous avez mis un bout de code ou un truc comme ça qui fait que, ou même juste votre site web n'est pas accessible, alors que, excusez-moi, votre site web n'est pas accessible alors que l'application même n'a pas besoin en fait d'internet pour fonctionner ou quoi que ce soit, ou même de votre site web elle n'a pas besoin, et ben ça serait dommage que les gens puissent pas lancer l'application entre guillemets en hors ligne juste parce que le site web est inaccessible, alors que le site web il est là juste pour vous faire les mises à jour en fait. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans un try, et si jamais il y a une erreur, dans ce cas là on montre qu'il y a un message d'erreur, ok, et on lance quand même l'application principale. Après, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Si vous estimez que votre application a forcément un besoin d'internet et que de toute façon, dans tous les cas, si on n'accède pas à vos sites web, l'application ne fonctionnera pas. Dans ce cas-là, vous pouvez juste fermer l'application. Voilà. Bref, vous faites comme vous voulez. Donc voilà ce qu'il en est de l'application. Donc je pense que je vais faire cette vidéo en plusieurs parties parce que mine de rien, j'essaie d'aller vite, mais
déjà 20 minutes. Mais voilà, c'est juste au début, faut que vous ayez quand même l'info, les bases de sur quoi on sur quoi on travaille.